À 9 heures d'avion de Paris, la Guyane française fait partie des territoires et des départements d'outre-mer. Environ 260 000 personnes vivent en Guyane, principalement sur son littoral. Sa forêt, grande comme le Portugal, est incontestablement la plus luxuriante et la plus riche en biodiversité des dom-toms. En Guyane française, ce ne sont pas seulement la forêt et les êtres qui l'habitent qui risquent de disparaître, mais également des patrimoines culturels, des civilisations, qui depuis des temps immémoriaux se sont façonnés en connivence avec la nature. Ces peuples, qui nous éclairent sur les conditions du vivant, se sont construits au contact de cette forêt, au point, aujourd'hui, de faire partie de sa biodiversité. Tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils font jusqu'au moindre geste, au moindre mot, témoigne de leur intimité avec la forêt qui les fait vivre. L'argile et l'arrouement font partie des piliers de leur culture. Les peuples autochtones de la Guyane sont aujourd'hui plus que jamais menacés par une fièvre dévastatrice. Cette fièvre n'a pas d'antidote. Elle s'attaque à tout ce qui est vivant. Depuis les années 1990, l'orpaillage clandestin explose en Guyane et fait des ravages en se répandant sous la canopée, en fractionnant le domaine terrestre et en polluant le vaste réseau de criques forestières avant de rejoindre les fleuves et bien sûr d'aboutir dans l'océan. Cette ruée, nourrie par des populations miséreuses de l'État de l'Amapá au Brésil, est désormais l'une des principales ressources économiques de cette région frontalière de la Guyane française. Cette économie parasite se pérennise sous nos yeux au détriment de la biodiversité et des peuples forestiers guyanais. C'est sur ce site Montagne d'Or, ici sous d'épais nuages de la saison des pluies, que d'autres prédateurs s'apprêtent à agir. Ceux-là ne sont pas miséreux, beaucoup s'en faut puisqu'ils sont immensément riches. Ils viennent entre autres de Grande-Bretagne, du Canada et de Russie. Tous sont addicts à l'or. Ici, au cœur de ce joyau de biodiversité, ils iront rechercher leur butin jusqu'à 400 mètres de profondeur. C'est une société, c'est une entreprise privée. Je ne vois pas pourquoi elle viendrait faire de l'intérêt général en Guyane. Elle n'a pas décidé un jour de dire ah ben, oh, je vais aller aider la Guyane à se développer. Non, ce n'est pas ça. C'est une entreprise, c'est une société et quand elle s'installe, c'est pour le bénéfice de ses actionnaires. Ce n'est pas pour le bien-être de la population. Les déchets vont nous les laisser. Nous aurons quand même 350 millions de tonnes de déchets miniers, qui seront stockés sur 400 hectares. Je ne sais pas si on se rend compte, 400 hectares. Une fosse qui va faire 2,5 km de long sur 500 de large et 400 de profondeur, dans lequel on peut faire entrer la Tour Eiffel et dans lequel on peut installer 32 stades de foot, comme le Stade de France. On peut mettre 32 stades de France dans cette fosse-là. Les déchets, 350 millions de tonnes, vont être stockés pour 50 millions de ces tonnes-là. Ce seront des bouts cyanurés qui seront mis dans un bac à résidus avec une géomembrane qui aura une durée de vie entre 100 et 160 ans. Après, qu'est-ce qui se passera? Plus personne ne sera là, ni vous, ni moi, ni les miniers. Qu'est-ce qui se passera? Et quand on regarde ces digues, elles seront en saprolite, la saprolite qui est friable. La saprolite va faire 57 mètres de haut. Ils nous expliquent qu'ils ont fait un nouveau système amont-aval qui fait que et qui veut que. Mais j'ai encore rien vu au monde
qui soit vraiment indestructible. On est en train de chercher comment se débarrasser des déchets nucléaires. On ne se pose pas la question des déchets miniers. Ils sont peut-être plus dangereux parce qu'on y apporte moins d'attention et on les laisse en surface. Quand la digue de 57 mètres va se fissurer et qu'elle va rejeter tout ce qu'elle a en son sein, ça va partir où? L'orpaillage clandestin et illégal impacte déjà l'ensemble de la Guyane, de l'Oyapock côté Brésil, au Maroni côté Suriname et entre les deux, bien sûr, le littoral. Montagne d'Or risque fort d'être le coup de grâce pour le bassin du Maroni, jusqu'à son estuaire et très certainement bien au-delà. Ce projet se trouve entre deux réserves biologiques intégrales, ce qui est déjà une aberration, et se trouve aussi sur territoire sacré des peuples amérindiens, parce que sur ce projet se trouvent des sites archéologiques, en tout 50 sites archéologiques précolombiennes, et dans 15 montagnes couronnées. Nous sommes contre aussi parce que selon le droit de l'ONU, selon que la France a d'ailleurs signé, dit que les peuples autochtones doivent être consultés préalablement sur tous les projets qui devraient avoir un impact sur l'environnement. En ce qui concerne le projet de la Montagne d'Or, on ira jusqu'au bout, c'est tout. On va l'arrêter, on n'a aucun doute là-dessus. On utilisera tous les moyens nécessaires. Et quand on dit tous les moyens nécessaires, c'est vraiment tous les moyens nécessaires pour arrêter ce projet. Il n'existera pas pour nous demain le permis d'exploitation est délivré, on est sur le terrain. Non, ça ne se fera pas. Pas chez nous, pas ici, pas sur la terre de nos enfants, sur la terre de nos ancêtres. Les populations autochtones de Guyane considèrent qu'ils font partie intégrante de la forêt, de la nature qui les entoure. Tant et si bien qu'il n'y a même pas de nom pour désigner cette nature. La vision est très très opposée à celle qu'on peut avoir en Occident, où on considère qu'on peut dominer la nature, la maîtriser et l'instrumentaliser finalement. Et même à son extrême la commercialiser, la monétariser, c'est ce qu'on voit actuellement. Alors que c'est vrai que les populations autochtones ont eu un tout autre rapport à la nature. Et pour rappel, la cosmogonie, par exemple, des Wayana, avec qui je travaille en Guyane française, raconte qu'à une période, donc une période mythologique, il n'y avait pas de forme définie. C'est-à-dire que les hommes pouvaient se transformer en animaux, les animaux pouvaient se transformer en plantes, et on pouvait passer d'une forme à une autre, une forme vivante à une autre, sans que ça pose problème. Si bien ça montre bien à quel point l'homme fait partie de la nature, a une origine commune avec cette nature. Et puis c'est seulement dans la deuxième humanité où, après les grands désastres du déluge sur la terre, etc., l'homme a été refabriqué par Dieu. Dieu l'a fait en arroumant, l'a tressé en arroumant. Ce qui fait que l'homme est devenu mortel. Donc l'arroumant, c'est à la fois solide, ça tient dans le temps, mais c'est à la fois une durée de vie limitée. Et donc ça montre bien la fragilité de cet humain dans cet univers qui l'entoure. Et tous les interdits, toutes les précautions de vie vont tourner justement sur ce respect de l'équilibre entre l'homme et la nature, entre l'homme dans la nature, je devrais dire plutôt. Il faut savoir que notre gouvernement actuel est déjà en train de baisser la réglementation environnementale en Guyane. Ça, ils ont commencé déjà il y a déjà 3 mois. Et le projet n'est même pas encore validé. Donc imaginons, quand le projet sera validé, on fera tout et n'importe quoi. Et pourtant, l'un des arguments qu'ont nos opposants, c'est de nous dire on est en Europe, les gars, on est en France, on est hyper protégés, ça va bien se passer. Ils sont déjà en train de baisser la réglementation environnementale et minière, en fait. Et puis, on vend à tire-larigot les terrains. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu cette année autant de permis miniers accordés que l'année dernière. Donc là, en l'espace de 3 mois, on a déjà eu quand même 4 à 5.
Donc ça se multiplie, on vend les terres de Guyane pour pouvoir faire de l'exploitation minière. Et c'est pas grave, parce que le résultat, ça sera que là où on aurait pu réfléchir à un développement d'activités aurifères, mais plus artisanales, plus alluvionnaires, moins contraignant, bah là, du coup, ils vont pousser les Guyanais à dire non. Non, on ne veut pas de cette économie-là, on veut pas de l'or, en fait. Laissez l'or où il est, chez nous, n'y touchez pas, et on va faire autre chose. Parce qu'ils sont en train de nous forcer la main. On nous fait croire que le mal, c'est le bien pour nous, les Guyanais. Nous avons nos frères amérindiens de Camopi qui ne cessent de se suicider, qui ne cessent d'interpeller, de tirer la sonnette d'alarme, et le cri n'est pas entendu. Bien au contraire, après le mercure, on nous rajoute aujourd'hui le cyanure. Le cyanure qui est un produit néfaste, qui détruira le territoire. Et aujourd'hui, le président de la CTG, que nous avons, la collectivité territoriale de Guyane, nous fait croire que ce projet pourra développer notre belle Guyane. Nous disons non, nous sommes contre ce projet parce qu'il y a là donc violence parce qu'il y aura prostitution, drogue, alcool. Il est clair que la venue de cette multinationale n'apportera aucun bien à notre département. Et il est clair que pour nous, nous devons agir aux côtés du collectif Hors de Question qui réunit ces 32 associations et collectifs, également les 124 associations donc, du monde qui aujourd'hui sont à nos côtés. Au-delà de la question même de la mine industrielle, nous savons sans foutage de gueule que c'est pas ça qui nous aidera à faire décoller la Guyane, sinon la Bolivie, la Colombie, le Pérou, le Guyana, le Suriname, le Burkina Faso, et j'en passe, seraient déjà bien en avance et bien développés et vivant dans la prospérité. Ça paraît un peu illusoire en même temps de penser qu'on va faire des aménagements aussi lourds, amener par exemple de l'électricité sur des lignes à haute tension qui vont faire plus d'une centaine de kilomètres, faire une route qui aura une emprise d'au moins 100 mètres de large, faire une infrastructure donc lourde pour après remettre de la forêt en place, c'est complètement illusoire. On a eu beaucoup de projets qui vendait la post-mine comme étant justement une promesse de développement qui s'inscrirait dans le temps, tous, à ma connaissance, se sont réduits à des échecs. Le Brésil nous a donné de multiples exemples. Je prendrai l'exemple de la Serra do Navio, qui était une exploitation de fer, je crois, ou de nickel, je ne sais plus au juste. Mais en tout cas, toutes les infrastructures aujourd'hui constituent une véritable friche industrielle et complètement abandonnée, donc sans intérêt aucun. Alors, est-ce qu'il y a un développement économique au-delà de l'exploitation? Est-ce qu'il y a un retour possible vers un état naturel? C'est l'inconnu la plus totale. Dans ces conditions, que sera demain l'avenir des populations autochtones de la Guyane française ?